Il était une fois, il n'y a pas si longtemps de cela, un monstre qui vivait à Castle Rock, petite ville du Maine. En 1970, il tua une serveuse répondant au nom de Alma Fréchette. En 1971, une femme appelée Pauline Tucker et Cheryl Moody, une jeune étudiante. En 1974, une jolie fille dénommée Carole Dunbarger. En automne 1975, une institutrice appelée Etta Ringgold. Enfin, au début de l'hiver de cette même année, une écolière nommée Mary-Kate Andreessen. Il ne s'agissait ni d'un loup-garou, ni d'un vampire, ni d'une goule ou autre créature innommable venue de forêts enchantées ou d'immensités enneigées. Ce n'était qu'un flic perturbé par des problèmes d'ordre mental et sexuel, un flic qui portait le nom de Frank Dodd. John Smith, un brave homme, révéla par quelques sortilèges l'identité du coupable, mais celui-ci, peut-être était-ce préférable, se suicida avant qu'on ait eu le temps de l'arrêter. Bien sûr, la ville fut atterrée, mais l'allégresse prédomina bientôt. Allégresse, car le monstre qui avait hanté tant de rêves était mort, enfin mort. Le cauchemar d'une ville fut enseveli dans la tombe de Frank Dodd. Pourtant, en ce siècle hautement civilisé, alors que tant de parents s'inquiètent du préjudice psychologique qu'ils pourraient faire subir à leurs enfants, il existait sûrement, quelque part à Castle Rock, un père ou une mère, peut-être une grand-mère, qui faisait taire les gosses en leur racontant que Frank Dodd viendrait les chercher s'ils ne prenaient pas garde ou s'ils n'étaient pas sages. Et nul doute que le silence tombait, tandis que les enfants dirigeaient leurs regards vers les fenêtres sombres, en pensant à Frank Dodd, dans son imperméable de vinyle noir et luisant. Frank Dodd l'étrangleur, l'étrangleur, l'étrangleur. Il est dehors. J'entends chuchoter la grand-mère pendant que le vent mugit dans le conduit de la cheminée et siffle contre le couvercle de la vieille marmite qui encombre le fourneau. Il est dehors. Et si tu n'es pas sage, tu verras peut-être sa figure qui te regardera par la fenêtre de ta chambre quand tout le monde dormira dans la maison, sauf toi. Et ce sera peut-être lui que tu verras sourire en te regardant du fond du placard, tenant d'une main la pancarte Stop dont il se servait pour faire traverser les petits enfants, et de l'autre le rasoir avec lequel il s'est tué. Alors, du calme les enfants. Chut, chut. Mais pour la plupart, ce qui était terminé appartenait désormais au passé. Bien sûr, il y eut des cauchemars, des enfants qui ne trouvaient pas le sommeil. La maison vide des Dodd, sa mère eut une attaque peu après et en mourut, passa très vite pour être hantée et les gens l'évitèrent. Mais il ne s'agissait là que de phénomènes passagers, sans doute les séquelles inévitables d'une série de meurtres insensés. Le temps passa. 5 années s'écoulèrent. Le monstre avait disparu, le monstre était mort. Dans son cercueil, Frank Dodd tombait en poussière. Mais les monstres ne meurent jamais. Les loups-garous, les vampires, les ghouls, les créatures innommables venues d'immensités perdues, les monstres ne meurent jamais. Et ce fut au cours de l'été 1980 qu'il revint à Castle Rock. Cette année-là, au mois de mai, peu après minuit, Tad Trenton, 4 ans, eut envie d'aller aux toilettes. Il se leva, puis, à demi endormi, baissant déjà son pantalon de pyjama, se dirigea vers le ray de lumière blanche que laissait passer la porte entr'ouverte. Il urina longuement, tira la chasse d'eau et retourna au lit. Il remonta bien haut les couvertures, et ce fut à ce moment-là qu'il aperçut la créature dans son placard. Se tenant assez bas, elle avait d'énormes épaules qui surplombaient une tête penchée, et ses yeux paraissaient des trous d'ambre rouge. Une chose qui aurait pu être mi-homme, mi-loup. Les yeux pivotèrent pour suivre l'enfant lorsque celui-ci se redressa, le scrotum hérissé, les cheveux dressés sur la tête, son souffle réduit à un léger sifflement glacé sortant de sa gorge. Des yeux fous qui riaient, un regard qui promettait une mort horrible et la musique de cris que personne n'entendit. Quelque chose dans le placard. Le petit garçon perçut le grondement continu. Il respira l'haleine fétide et douceâtre. Suffoqué, agité de spasmes, Tad Trenton plaqua les mains sur ses yeux et hurla. D'une chambre voisine, une exclamation étouffée. Son père. De la même pièce, un cri apeuré. « Qu'est-ce que c'est » Sa mère. Le bruit précipité de leurs pas. À l'instant où ils entraient, l'enfant écarta les doigts et vit que la bête se trouvait toujours dans le placard, grondant et l'assurant que, même s'il venait, il repartirait sûrement et qu'alors... On alluma la lumière. Vic et Donna Trenton s'approchèrent de son lit et échangèrent des regards inquiets en apercevant le visage livide et les pupilles dilatées de leur fils. « Ouais, je t'avais bien dit que 3 hot dogs c'était trop, Vic, » lança, ou plutôt aboya sa mère. Alors son papa s'assit sur le lit, le prit dans ses bras et lui demanda ce qui n'allait pas. Tad trouva le courage de regarder à nouveau vers le placard béant.
Le monstre avait disparu. Au lieu de la bête furieuse, il ne découvrit que 2 piles de couvertures informes, literies d'hiver que Nona n'avait pas encore portées au 2e étage qui était condamné. Au lieu de la tête poilue, triangulaire, penchée de côté en une posture qui évoquait l'altitude interrogatrice des prédateurs, il reconnut son ours en peluche posé sur le plus élevé des 2 tas de couvertures. Au lieu des 2 sinistres trous ambrés se trouvaient des billes de verre brune, si amicales, grâce auxquelles son nounours voyait le monde. « Qu'est-ce qui ne va pas, Taddy ?» répéta son père. « Il y avait un monstre !» s'écria Tad. « Là, dans le placard !» Il éclata en sanglots. Sa maman s'assit, elle aussi. Ils le cajolèrent, le rassurèrent comme ils purent. Ils se comportèrent comme n'importe quel parent, lui expliquèrent que les monstres n'existaient pas, qu'il avait simplement fait un mauvais rêve. Sa maman lui raconta que, des fois, les ombres prenaient la forme des vilaines choses qu'on montrait à la télévision ou dans les bandes dessinées, et son papa lui certifia que tout allait bien, que rien dans leur gentille maison ne lui ferait jamais de mal. Tad acquiesça, convint de tout ce qu'ils voulurent, mais en sachant pertinemment qu'ils se trompaient. Son père lui démontra comment, dans le noir, son ours en peluche s'était transformé en tête inclinée, enfoncée dans les épaules massives qu'évoquaient les 2 piles de couverture. Comment la lumière de la salle de bain se reflétant dans les billes de verre de son nounours leur avait donné l'éclat des yeux d'un animal bien vivant. « Maintenant, regarde, reprit-il. Fais très attention, Taddy. » Tad suivit le moindre de ses gestes. Son père prit les couvertures et le repoussa tout au fond du placard. Tad perçut le léger tintement des cintres qui racontaient, dans leur langage de cintre, chacun des mouvements de son papa. C'était amusant, et il esquissa un sourire. Soulagé, sa maman lui sourit à son tour. Son papa sortit du placard et prit son ours et le lui fourra dans les bras. « Et maintenant, » annonça papa en s'inclinant et s'accompagnant d'un grand geste de la main qui fit rire maman et Tad, « la chaise !» Il posa la chaise contre la porte du placard de façon à la maintenir solidement fermée. Lorsqu'il revint près du lit de Tad, il souriait encore, mais son regard avait pris une expression sérieuse. « D'accord, Tad ?»« D'accord, » répondit l'enfant en se forçant un peu. « Mais c'était vraiment là. Je l'ai vu, papa, pour de vrai. »« C'était dans ta tête que tu as vu quelque chose, Tad, » dit son papa, qui lui caressa les cheveux de sa grande main rassurante. « Mais tu n'as pas vu de monstre dans ton placard, pas un vrai. Les monstres n'existent pas, Tad, seulement dans les histoires, et dans ta tête. » Le petit garçon examina tour à tour son père, puis sa mère, une fois encore leur grand visage qu'il aimait tant. « Vraiment ?»« Et vraiment, » assura sa maman. « Et maintenant, je voudrais que tu te lèves et que tu ailles faire pipi, mon grand. »« J'ai déjà fait. C'est pour ça que je me suis réveillé. »« Allons, » commença-t-elle, car les parents, ça ne vous croit jamais. « Fais-moi plaisir, tu veux ?» Il y retourna donc, et elle le regarda verser 3 petites gouttes. « Tu vois, tu avais envie, » lui dit-elle en souriant. Vaincu, Tad fit oui de la tête. Il se remit au lit et se laissa border et embrasser. Au moment où son père et sa mère atteignaient la porte, la peur le reprit, l'enveloppant comme un manteau glacé, un voile de brume poisseuse. Comme un suaire, exhalant les relents d'une mort inéluctable. « Oh, je vous en prie, pensa-t-il, mais rien d'autre ne vint. Simplement, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. » Peut-être son père entendit-il son appel, car Vic se retourna, une main sur l'interrupteur, et répéta « Il n'y a pas de monstre, Tad. »« Non, papa, » prononça l'enfant, en remarquant combien, à cet instant, son père avait les yeux perdus, lointains, comme s'il éprouvait le besoin d'être rassuré. « Non, il n'y a pas de monstre. »« Sauf celui qui se trouve dans le placard. » La lumière s'éteignit. « Bonne nuit, Tad. » La voix de sa mère lui parvint douce et légère. Intérieurement, il lui cria « Attention, maman, ils mangent aussi les dames. Dans tous les films, ils prennent les dames pour les emmener et les manger. Oh, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. » Mais ils étaient partis. Tad Trenton, 4 ans, fut donc abandonné dans son lit, le corps aussi tendu et raide qu'une construction en mécano. Les couvertures lui montaient jusqu'au menton. D'un bras, il étreignait son nounours sur sa poitrine. Il savait que sur l'un des murs se trouvait Luke Skywalker, que sur un autre, un Tamia se tenait debout sur une moulinette, en souriant gaiement. « Si la vie te donne des citrons, fais de la citronnade, » disait le malicieux Tamia. Et que toute l'équipe bariolée de la rue Sésame occupait le 3e mur. L'oiseau, Bart, Ernest, Oscar, Grover. Des talismans, des gris-gris apaisants. Mais ce vent dehors, qui hurlait sur le toit et s'engouffrait dans les gouttières obscures, il ne dormirait plus cette nuit-là. Petit à petit, pourtant, la tension se relâcha, les muscles se détendirent, son esprit se mit à dériver.
Et puis de nouveau un hurlement, mais cette fois-ci plus proche que le mugissement du vent dehors, le ramena à cet état de veille où les yeux fouillent la nuit. Les gonds de la porte du placard. Un son si léger, si grêle que seuls peut-être les chiens et les petits garçons éveillés en pleine nuit auraient pu l'entendre. La porte de la penderie s'ouvrit lentement, gueule inerte découvrant millimètre par millimètre, centimètre par centimètre l'obscurité. Le monstre se tenait dans le noir. Il se dissimulait là, au même endroit qu'auparavant. Il lorgnait Thad, et ses énormes épaules formaient une bosse au-dessus de sa tête penchée. Ses yeux d'ambre rougeoyaient, animés d'une méchanceté obtuse. « Je t'avais dit qu'ils s'en iraient, Thad, chuchota-t-il. Ils finissent toujours par partir. Alors moi, je reviens. J'aime bien revenir. Thad, je t'aime bien. Maintenant, je reviendrai toutes les nuits. Et je crois que chaque nuit, je m'approcherai un peu plus de ton lit, plus près, jusqu'au moment où, avant que tu aies eu le temps de crier pour les appeler, tu entendras un grondement tout près de toi. Thad, et ce sera moi. Et je me jetterai sur toi, je te mangerai, et alors tu seras dans mon ventre. Thad fixa du regard la créature du placard avec une fascination mêlée d'horreur et d'apathie. Quelque chose lui était presque familier, quelque chose qu'il semblait presque connaître, et cette impression paraissait ce qu'il y avait de plus insupportable, parce que je suis fou, Thad. Je suis là depuis le début. Autrefois, je m'appelais Frank Dodd, je tuais les dames, et peut-être bien que je les mangeais aussi. Je suis là depuis le début, je ne m'en irai pas, je garderai mon oreille collée contre le sol. Je suis le monstre, Thad, le vieux monstre, et je t'aurai bientôt, Thad. Sens comme je m'approche, plus près, plus près. Il ne savait si la bête du placard lui parlait avec une respiration sifflante, ou bien si la voix était celle du vent. Peut-être les deux, peut-être autre chose, cela n'avait aucune importance. Il écoutait les mots, paralysé par la terreur, au bord de l'évanouissement. Mais l'esprit si clair pourtant. Il dévisageait cette figure menaçante, noyée dans l'ombre et qu'il semblait connaître déjà. Il ne dormirait plus cette nuit-là, peut-être ne dormirait-il plus jamais. Mais un peu plus tard, entre le coup de minuit et demi et celui d'une heure, sans doute parce qu'il était petit, Thad se laissa à nouveau gagner par la somnolence. L'assoupissement, peuplé de grosses créatures velues aux crocs éclatants et qui le pourchassaient, céda la place à un profond sommeil dépourvu de rêve. Le vent s'entretint encore longuement avec les gouttières, le croissant blanc de la lune printanière s'éleva dans le ciel. Quelque part, très loin, dans une prairie tranquille, baignée de nuit, ou sur un sentier de forêt planté de sapins, un chien aboya furieusement, puis se tut soudain. Dans le placard de Thad Trenton, une créature aux yeux d'ambre était aux aguets. « C'est toi qui as remis les couvertures » demanda Donna à son mari le lendemain matin. Elle se tenait devant la cuisinière à préparer du bacon. Thad se trouvait dans une autre pièce où il déjeunait d'un bol de Twinkles en regardant la nouvelle visite du zoo à la télévision. Les Twinkles faisaient partie de la gamme des céréales Sharp et les Trenton bénéficiaient gratuitement de tous les produits Sharp. « Hein » demanda Vic. Il était plongé dans la page sportive. New-Yorkais transplané, il avait jusqu'à présent réussi à ne pas se laisser gagner par la fièvre des Red Sox de Boston. Mais il éprouvait un plaisir masochiste à constater que son équipe de baseball, les Mets, était bougrement mal partie. « Les couvertures dans le placard de Thad !» Elle apporta sur la table le bacon encore grésillant dont une serviette en papier absorbait la graisse. « C'est toi qui les as remis sur la chaise ?»« Ah non !» répondit Vic en tournant sa page. « Merci, ça sent la naphtaline que c'en est un plaisir là-dedans. »« Ah, c'est drôle. Il a dû les remettre tout seul. » Vic posa son journal et leva les yeux vers sa femme. « Mais de quoi parles-tu, Donna ?»« Ah, tu te rappelles, le mauvais rêve de cette nuit. »« Ah oui, tu parles. J'ai cru que le gosse s'étouffait, qu'il avait des convulsions ou un truc de ce genre. » Donna hocha la tête. Il croyait que les couvertures étaient une sorte de... Elle frissonna. « De croque-mitaine » acheva Vic en grimaçant. « Oui, sans doute. Alors tu lui as donné son ours et tu as mis les couvertures au fond du placard. Mais ce matin, quand je suis allé faire son lit, elles étaient de nouveau sur la chaise. » Elle rit. « J'ai regardé, et pendant un instant, j'ai cru... Voilà. Maintenant, je sais d'où il tient ça, » dit Vic en reprenant son journal. Il lui fit un clin d'œil complice. « 3 hot dogs, tu parles !» Plus tard, après le départ précipité de Vic pour son bureau, Donna demanda à Thad pourquoi il avait remis les couvertures sur la chaise si elle lui avait tant fait peur cette nuit. Thad leva les yeux vers elle, et son visage, si vif et animé d'habitude, lui parut pâle, inquiet, vieilli. Son album de coloriage, La guerre des étoiles, était ouvert devant lui.
Il avait commencé une image représentant la taverne interstellaire et colorié 6PO au crayola vert. « C'est pas moi !» protesta-t-il. « Mais Tad, si ce n'est pas toi, ni papa, et ni moi. Alors c'est le monstre, l'interrompit l'enfant. Le monstre de mon placard. Il se replongea dans son album. Elle le contempla, troublée, légèrement effrayée. C'était un enfant intelligent, peut-être doué d'une imagination trop débordante. Cela n'augurait rien de bon. Il faudrait qu'elle en parle à Vic ce soir, qu'elle en discute même très sérieusement avec lui. « Tad, tu te rappelles de ce qu'a dit ton père ?» reprit-elle. « Les monstres n'ont jamais existé. »« Ouais, de toute façon, pas pendant le jour, » déclara-t-il en la gratifiant d'un sourire si franc, si merveilleux, qu'il dissipa toutes les craintes de sa mère. Elle lui ébouriffa les cheveux et déposa un baiser sur sa joue. Elle voulait en parler à Vic, et puis Steve Kemp vint la rejoindre pendant que Tad se trouvait à la maternelle. Alors elle oublia, et Tad hurla encore cette nuit-là, hurla que le monstre était dans le placard. Le monstre! La porte de la penderie était légèrement entr'ouverte, les couvertures posées sur la chaise. Cette fois-ci, Vic les porta au 2e étage, où il les fourra dans un autre placard. « Elles sont enfermées là-haut, Taddy, » assura Vic en embrassant son fils. « Calme-toi maintenant. Rendors-toi et fais de beaux rêves. » Mais Tad resta longtemps éveillé, et avant qu'il s'endorme, la clenche se leva, produisant un petit bruit sec et sournois. La porte s'ouvrit sur l'obscurité menaçante. Nuit funeste, où attendait une créature velue, aux dents pointues et aux griffes acérées, une créature exhalant des relents de sang caillé, de fatalité tragique. « Bonsoir, Tad » chuchota-t-elle de sa voix caverneuse. Dans l'embrasure de la fenêtre, la lune apparut tel l'œil blanc à demi clos d'un cadavre. En ce printemps qui touchait à sa fin, la doyenne de Castle Rock était Evelyn Chalmers, que les anciens appelaient Tante Evie, et que George Mira, chargé de lui apporter son courrier, constitué principalement de catalogues, d'offres spéciales du Rider Digest ou dépliants religieux de la croisade du Christ éternel, et d'écouter ses monologues interminables, surnommait cette vieille grande gueule. La seule chose que cette vieille grande gueule est capable de faire, c'est de prédire le temps, avait coutume de proférer George quand il se trouvait complètement saoul au tigre éméché avec ses potes. C'était un nom ridicule pour un bar, mais comme Castle Rock n'en comptait pas d'autres, il semblait que la petite bande n'en décollait pas. Tout le monde était d'accord avec George. En tant que doyenne de Castle Rock, Tante Evie avait hérité de la canne du Boston Post 2 ans auparavant. Quand Arnie Herbert, alors âgé de 101 ans et tellement gâteux que lui parler devenait aussi aléatoire que de s'adresser à une boîte de pâté pour chat, s'était dirigé d'un pas incertain vers le patio situé derrière la maison de retraite de Castle Acre, et s'était brisé la nuque, 25 minutes exactement après avoir pour la dernière fois lâché ses vents. Tante Evie était loin d'être aussi gâteuse, et loin d'être aussi vieille qu'Arnie Herbert, mais à 93 ans, elle avait atteint un âge honorable, et comme elle adorait brailler aux oreilles d'un George Mira résigné, lorsque celui-ci apportait son courrier, elle n'avait pas eu la bêtise de quitter sa maison de la même façon que Herbert. Mais elle savait prévoir le temps. Selon l'avis général, en fait celui des vieilles gens qui se préoccupaient encore de ces choses, il y avait 3 points sur lesquels Tante Evie ne se trompait jamais. La première semaine d'été où il faudrait tailler les haies, savoir si les érelles seraient bonnes ou pas, et quel allait être le temps. Un matin, au début du mois de juin, elle se traîna le long de l'allée jusqu'à la boîte aux lettres en s'appuyant lourdement sur sa canne du Boston Post. Qui, pensait Mera, quand cette vieille grande gueule passerait l'arme à gauche, reviendrait à Villemarchand. Bon débarras. Et en fumant une herbette Tarleton. Elle beugla un salut à l'adresse de Mera. Sa surdité l'avait apparemment convaincu que, par solidarité, le reste du monde était devenu sourd lui aussi, et ajouta en hurlant qu'ils allaient avoir l'été le plus chaud depuis 30 ans. Chaud au début, chaud à la fin, s'époumonna Evie dans la tranquille somnolence qui précédait midi, et chaud au milieu. « Vous croyez » demanda George. « Quoi ?» J'ai dit « vous croyez ?» C'était le second ennui avec Tante Evie. Elle vous obligeait à crier tout autant qu'elle. Il y avait de quoi se faire éclater une veine. « Que je sois pendu si c'est pas vrai !» vociféra Tante Evie. La cendre de sa cigarette tomba sur l'épaule de George Mera, une chemise qui sortait du nettoyage et qu'il avait mise toute propre ce matin-là. Il s'épousta d'un air fataliste. Tante Evie se pencha par la fenêtre de la voiture de façon à mieux lui casser les oreilles. Son haleine sentait le concombre au vinaigre. « Tous les mulots sont sortis de les caves à provisions. Tony Nadeau a vu un cerf qui frottait ses bois pour en ôter le velours du côté de la marme au Suntic, et les premières griffes sont arrivées. Il y avait de l'herbe sous la neige quand ça a dégelé, de l'herbe verte, hein, Mera. »« C'est vrai, Evie » répliqua George, puisqu'il fallait bien dire quelque chose.
Il commençait à avoir mal à la tête. « Quoi? C'est vrai, tante Evie ?» s'égosilla Georges Mérat en postillonnant. « Et pour sûr !» hurla tante Evie avec un plaisir évident. « Et tard, la nuit dernière, j'ai vu des éclairs de chaleur. Mauvais signe, Mérat. Chaleur précoce est mauvais signe. La chaleur tuera cet été. Ça va être un été terrible. »« Il faut que je parte, tante Evie !» cria Georges. « J'ai une lettre express pour Stringer-Beaulieu. » Rejetant la tête en arrière, tante Evie Chalmers ricana, les yeux levés vers le ciel printanier. Elle rit ainsi au point de s'étrangler, et un peu de cendre tomba sur la pelouse. Elle cracha son mégot qui atterrit en rougeoyant contre l'un de ses souliers de vieille dame. Un soulier noir comme du charbon et aussi serré qu'un corset. Une chaussure de vieux. « T'as une lettre express pour Frenchy Beaulieu? Et pourquoi donc? Il pourrait même pas lire son nom sur sa propre tombe. »« Il faut que je m'en aille, Evie, fit Georges précipitamment, et il démarra en trombe. Frenchy Beaulieu est l'imbécile le plus complet que Dieu ait jamais créé, tonna tante Evie. Mais elle ne s'adressait déjà plus qu'au nuage de poussière laissé par le facteur. Il s'en était bien sorti. La vieille femme resta quelques instants près de la boîte aux lettres à le regarder s'éloigner. Il ne lui avait rien apporté. Elle recevait rarement du courrier désormais. Presque tous les gens susceptibles d'écrire qu'elle connaissait étaient morts à présent. Elle s'attendait à les rejoindre bientôt. L'été qui approchait la mettait mal à l'aise, lui faisait un peu peur. Elle pouvait mentionner les mulots qui quittaient les caves de bonne heure cette année, les éclairs de chaleur dans le ciel printanier, mais elle ne pouvait parler de la touffeur qu'elle pressentait quelque part au-delà de l'horizon, tapie telle une bête décharnée, mais puissante, le poil rongé par la gale, les yeux rouges incandescents. Elle ne pouvait parler de ses rêves, rêves de fournaise sans ombre et de soif. Elle ne pouvait parler du matin où, sans raison, les larmes lui étaient venues, non pas des larmes qui soulagent, mais de celles qui piquent les yeux, comme la sueur des pires mois d'août. Elle sentait venir un vent de folie qui bientôt soufflerait sur la région. « Georges Mérat, tu n'es qu'un salaud !» prononça Evie Chalmers, son accent du Maine donnant au dernier mot une résonance à la fois cataclysmique et grotesque. Elle entreprit de retourner jusqu'à la maison, s'appuyant sur la canne du Boston Post qu'on lui avait remise lors d'une cérémonie organisée à la mairie, pour la simple raison qu'elle avait réussi à devenir vieille. Pas étonnant, songea-t-elle, que le maudit journal ait fait faillite. Evie Chalmers s'immobilisa sur le palier, contemplant un ciel de printemps encore dégagé au ton pastel. Oh, mais elle le sentait venir, quelque chose de chaud, quelque chose d'infâme. L'année qui précédait cet été, quand la vieille Jaguar de Vic Trenton s'était mise à émettre un cliquetis inquiétant venant apparemment de la roue arrière gauche, ce fut Georges Mérat qui conseilla à Vic de la porter au garage de Joe Camber, pas très loin de Castle Rock. « Il a une drôle de façon de faire pour un mec d'ici », affirma Georges ce jour-là, alors que Vic attendait près de la boîte aux lettres. « Il vous dit combien ça va coûter, après il fait le boulot, et à la fin, il vous fait payer exactement le prix qu'il vous avait dit au début. Une drôle de façon de faire des affaires, pas vrai ?» Puis il s'était éloigné, laissant Vic se demander si le facteur parlait sérieusement ou s'il venait de faire à ses dépens quelque obscure plaisanterie yankee. Mais il téléphona à Camber, et par une journée de juillet, un mois de juillet beaucoup plus frais que celui de l'année suivante, Donna, Tad et lui s'étaient rendus chez les Camber. L'endroit était vraiment retiré. Vic dut s'arrêter 2 fois pour demander le chemin, et c'est alors qu'il baptisa à ses abords éloignés de la ville le coin des Bouseux de l'Est. Il pénétra dans la cour des Camber, la roue arrière cliquetant plus que jamais. Tad, alors âgé de 3 ans, riait, assis sur les genoux de Donna Trenton. Une promenade dans la voiture sans toit de papa le mettait toujours en joie, et Donna, elle aussi, se sentait parfaitement heureuse. Un garçon de 8 ou 9 ans jouait dans la cour avec une vieille balle de baseball qu'il frappait à l'aide d'une batte plus ancienne encore. La balle fendait l'air, allait taper contre l'un des murs de la grange qui était aussi, du moins Vic le supposait-il, le garage de Camber, puis revenait vers l'enfant en roulant sur le sol. « Bonjour, lança le garçon. Vous êtes monsieur Trenton ? Lui-même, répondit Vic. Je vais chercher mon père, jeta l'enfant avant de s'engouffrer dans la grange. Les 3 Trenton s'extirpèrent de la voiture et Vic se dirigea vers l'arrière de la Jag pour se poster près de la roue préoccupante. Il se sentait assez méfiant. Peut-être aurait-il mieux valu essayer de faire tenir l'auto jusqu'à Portland après tout. L'endroit n'augurait rien de bon. Il n'y avait pas même une enseigne dehors. Ses méditations furent interrompues par la voix de Donna qui l'appelait nerveusement. « Oh, mon Dieu, Vic !» fit-elle plus pressante. Il se retourna et aperçut un énorme chien qui surgissait de la grange. Pendant une fraction de seconde, il se demanda bêtement s'il s'agissait véritablement d'un chien ou bien de quelque étrange et affreuse race de poney. Puis, comme l'animal sortait de l'ombre protectrice de la grange, Vic remarqua ses yeux tristes et comprit que c'était un Saint-Bernard.
Donna avait instinctivement attrapé Tad et reculé en direction du capot de la jague, mais l'enfant se débattait dans ses bras, tentant de se libérer. « Veux voir le chien, maman, veux voir le chien !» Donna adressa un coup d'œil inquiet à Vic, qui haussa les épaules, indécis lui aussi. À ce moment, le garçon réapparut, flattant la tête du chien tout en se dirigeant vers Vic. La bête agita une queue gigantesque et Tad se démena de plus belle. « Vous pouvez le laisser, madame, dit poliment le garçon. Cujo adore les gosses, il ne lui fera pas de mal. Puis, à l'attention de Vic, « Mon père arrive, il est parti se laver les mains. »« Très bien, fit Vic. Dis donc, c'est un sacré gros chien. Tu es sûr qu'il n'y a pas de danger ?»« Oh, aucun danger, certifia le gamin. Mais Vic, sans s'en rendre compte, s'était avancé en même temps que Donna quand leur fils, incroyablement petit, avait commencé de trottiner vers le chien. Cujo s'immobilisa, la tête tendue, sa grande queue balayant l'air d'avant en arrière. « Vic !» laissa échapper Donna. « Oh, tout va bien !» la rassura son mari en songeant. « J'espère. » L'animal paraissait assez grand pour pouvoir avaler Tad d'une seule bouchée. Tad s'arrêta un instant, apparemment hésitant. L'enfant et le chien s'entre-regardèrent. « Chien ?» interrogea Tad. « Cujo !» corrigea le fils de Camber en s'approchant de Tad. « Il s'appelle Cujo. »« Cujo !» répéta Tad. Le chien, maintenant tout près de lui, entreprit de lui donner de grands coups de langue baveux et affectueux sur le visage, faisant rire l'enfant qui essayait de repousser l'assaut. Il se tourna vers son père et sa mère en riant aux éclats, comme lorsque l'un d'eux le chatouillait. Il voulut faire un pas dans leur direction, mais s'en mêla les pieds. Mais il tomba, et aussitôt le chien se dirigea vers lui, fut sur lui. Vic, qui avait pris Donna par la taille, sentit le hoquet de sa femme plus qu'il ne l'entendit. Il se précipita, puis se figea. La mâchoire de Cujo s'était refermée sur le dos du t-shirt Spider-Man de Tad. L'animal souleva le petit garçon, Tad ressemblant un instant à un chaton dans la gueule de sa mère, et le reposa sur ses pieds. Tad courut vers ses parents. « Aime le chien, maman. Papa, j'aime le chien. » Le fils de Camber, les mains enfoncées dans les poches de son jean, avait observé la scène avec un léger amusement. « Ça, c'est un grand chien, » commenta Vic. Il souriait maintenant, mais son cœur battait encore la chamade. L'espace d'une seconde, il avait vraiment cru que la bête allait engloutir la tête de Tad comme s'il se fût agi d'une sucette. « C'est un Saint-Bernard, Tad, » expliqua-t-il. « Saint-Bénard !» cria Tad, qui trotta vers Cujo, assis devant la porte de la grange, telle une petite montagne. « Cujo ! Cujo !» À côté de Vic, Donna se raidit à nouveau. « Oh, Vic, tu crois vraiment que... » Mais Tad se trouvait déjà près de Cujo, le serrant d'abord très fort dans ses bras, puis examinant sa tête avec attention. Cujo se tenait assis sur son arrière-train, sa queue battant le gravier, sa langue pendante formant une tache rose. Et Tad parvenait presque, en se mettant sur la pointe des pieds, à plonger son regard dans les yeux du chien. Oh, « Ils ont l'air de bien s'entendre, » déclara Vic. Tad avait maintenant mis une main minuscule dans la gueule de Cujo, qui l'inspectait comme s'il avait été le plus petit dentiste du monde. Une fois encore, Vic éprouva un malaise, mais Tad revenait déjà vers eux en courant. « Le chien a des dents, » raconta-t-il à son père. « Oh oui, » répondit Vic, « beaucoup de dents. » Il se retourna vers le jeune garçon dans l'intention de lui demander d'où venait ce nom curieux, mais Joe Camber apparut, en train de s'essuyer les mains sur un bout de chiffon pour pouvoir serrer celle de Vic sans la maculer de cambouis. Vic fut agréablement surpris de constater que Camber savait exactement ce qu'il faisait. Le garagiste écouta attentivement le cliquetis, tandis que Vic et lui roulaient jusqu'à la maison, située au pied de la colline, puis revenaient chez Camber. « Oh, c'est le roulement, » fit laconiquement Camber. « Vous avez de la veine qu'il ne se soit pas déjà bloqué en route. »« Vous pouvez le réparer ?» demanda Vic. Bon, « Pour sûr. Peut même vous le faire maintenant, si ça vous gêne pas de rester dans les parages de bonnes heures. »« Oh, je pense que ce serait parfait, » répondit Vic. Il jeta un coup d'œil vers Tad et le chien. Tad avait pris la balle avec laquelle jouait le fils Camber à leur arrivée. Il la lançait aussi loin que possible, ce qui ne représentait pas une très grande distance, et le Saint-Bernard des Camber allait docilement la chercher pour la rendre à l'enfant. La balle devenait complètement baveuse. « Mon fils a l'air de bien s'amuser avec votre chien. »« Oh, Cujo adore les gosses, » affirma Camber. « Voulez-vous amener la voiture dans la grange, monsieur Trenton ?»« Le docteur va t'examiner maintenant, » songea Vic, amusé, avant de faire entrer la Jacques dans le bâtiment. La réparation ne prit en fin de compte qu'1 heure et demie, et le prix réclamé par Camber fut si raisonnable que c'en était étonnant. Au cours de cet après-midi frais et nuageux, Tad ne cessa de courir en criant inlassablement le nom du chien. « Cujo! Cujo! Ici! Cujo !»
Juste avant que les Trenton s'en aillent, le fils de Camber, qui se prénommait Brett, fit monter Tad sur le dos de Cujo, tenant solidement le petit garçon par la taille, pendant que le chien parcourait par 2 fois l'arrière-cour de gravier. En passant devant Vic, l'animal croisa son regard, et Vic aurait juré que le chien riait. 3 jours exactement après la conversation de George Mera avec Evie Chalmers, une fillette qui avait le même âge que Tad Trenton se leva de la table où elle prenait son petit déjeuner. La table occupant le coin repas d'un pavillon d'Iowa City, dans l'Iowa, et dit « Oh, maman, je ne me sens pas très bien, je crois que je vais vomir. » Sa mère la regarda sans paraître vraiment surprise. 2 jours auparavant, à l'école, on avait renvoyé le grand frère de Marcy à la maison avec une méchante grippe intestinale. Brock allait mieux maintenant, mais il venait de passer 24 heures éprouvantes à se vider frénétiquement des 2 côtés. « Tu es sûr, mon chou ?» s'enquit la mère de Marcy. « Oh, Marcy gémit et se dirigea en titubant vers l'entrée, étreignant son estomac. Sa mère la suivit, vit la petite pénétrer dans la salle de bain et se dit « Et voilà, ça y est, si je ne finis pas par l'attraper, ce sera un miracle. » Elle entendit les premiers vomissements et entra dans la salle d'eau, réfléchissant déjà à tous les détails. Bouillon léger, la mettre au lit, le pot, des livres. Quand il rentrerait de l'école, Brock pourrait porter la petite télé dans la chambre de sa sœur. Elle baissa les yeux et fut tirée de ses réflexions avec autant de violence que si elle avait reçu un uppercut. La cuvette des toilettes dans laquelle venait de rendre sa petite fille de 4 ans était emplie de sang. Le sang avait aspergé le rebord de porcelaine, il maculait les carreaux de faïence. « Oh, maman, je me sens mal !» Sa fille se retourna, et elle avait la bouche couverte de sang, il lui coulait sur le menton. Il tachait le bleu de sa robe à col marin. « Du sang! Ô Seigneur, par pitié, aidez-moi, tout ce sang !»« Maman !» Et cela recommença, un énorme flot sanglant qui jaillissait de la bouche de sa fille pour retomber partout en une sinistre pluie. La mère de Marcy saisit alors la petite et se rua dans la cuisine pour composer le numéro de SOS médecin. Cujo savait que la chasse au lapin n'était plus de son âge. Il n'était pas vieux, non, même pour un chien, mais à 5 ans, il avait laissé derrière lui l'époque où, jeune chiot, un papillon suffisait à déclencher une poursuite effrénée à travers les bois et les champs qui s'étendaient au-delà de la maison et de la grange. Il avait 5 ans, et cela correspondait chez l'homme aux prémices de l'âge mûr. Mais c'était le 16 juin, aux premières heures d'une merveilleuse matinée, où l'herbe disparaissait encore sous la rosée. La chaleur qu'avait prédit tante Evie à George Mera était effectivement arrivée. C'était le mois de juin le plus chaud depuis des années. Et vers 2 heures, cet après-midi-là, Cujo serait couché dans la cour poussiéreuse, ou dans la grange, si l'homme le lui permettait, ce qui lui arrivait parfois lorsqu'il avait bu, c'est-à-dire très souvent ces jours-ci, haletant sous le soleil brûlant. Mais n'anticipons pas. Le lapin, une grande bête brune et dodue, était à 100 lieues de s'imaginer que Cujo pouvait se trouver là, à près d'1 kilomètre au nord de la maison, tout en bas du grand champ. Le vent soufflait du mauvais côté pour Jeannot Lapin. Cujo progressait en direction du lapin, plus pour le sport que pour la chair fraîche. Le lapin mâchonnait avec insouciance le trèfle nouveau que le soleil impitoyable aurait 1 mois plus tard desséché et bruni. Si, quand le petit mammifère l'aperçut et détala, Cujo n'avait pas couvert que la moitié de la distance qui l'en séparait au départ, il aurait rebroussé chemin. Mais il ne se trouvait plus qu'à 15 mètres à peine de l'animal lorsque la tête et les oreilles du rongeur se dressèrent. Un instant, le lapin se tint parfaitement immobile, statue figée, dans les yeux noirs et verrons, saillait, en 2 billes comiques, puis il disparut. En aboyant furieusement, Cujo lui donna la chasse. Le lapin était très petit et Cujo avait une lourde masse à déplacer, mais rattraper cette proie paraissait envisageable, et cela fournit au gros chien un surcroît d'énergie. Le lapin zigzaga. La course de Cujo se fit plus pesante, ses griffes s'enfoncèrent dans la terre noire du pré. Il perdit d'abord du terrain, puis revint rapidement. Les oiseaux s'envolaient au bruit aigu de ces violents aboiements. Si les chiens savent sourire, alors un rictus déformait la gueule de Cujo. Le lapin fit de nouveaux écarts, puis fila tout droit à travers le champ situé au nord. Cujo courut tant qu'il put, sentant déjà qu'il allait perdre cette poursuite-là. Mais il essaya de toutes ses forces et se rapprochait à nouveau du lapin, quand celui-ci s'engouffra dans un petit trou qu'abritait le flanc d'une douce colline. Le trou disparaissait sous de hautes herbes, et Cujo n'hésita pas un instant. Il ramassa son grand corps fauve en une sorte de gros boulet poilu, et se laissa propulser à l'intérieur par la vitesse acquise, pour se retrouver soudain enfoncé comme un bouchon dans le col d'une bouteille. Cela faisait 17 ans que Joe Camber possédait la ferme des 7 chênes, située tout au bout de la route municipale numéro 3, mais il n'avait jamais eu connaissance de ce trou.
Sans doute l'aurait-il découvert s'il avait été fermier, mais ce n'était pas le cas. Il ne gardait aucun bétail dans la grande grange rouge qui lui servait de garage et de magasin de pièces détachées. Son fils Brett se promenait fréquemment dans les champs et les bois qui s'étendaient derrière la maison, mais lui non plus n'avait jamais remarqué le trou, quoiqu'il eût failli plusieurs fois y mettre le pied, ce qui aurait pu lui valoir une cheville brisée. Au beau jour, on prenait le trou pour une ombre, par ciel ouvert, l'orifice déjà masqué par le feuillage disparaissait complètement. John Moussam, l'ancien propriétaire, connaissait son existence, mais n'avait pas pensé à en informer Joe Camber lorsque ce dernier lui avait racheté la ferme en 1963. Il aurait pu lui en parler, par précaution, en 1970, quand Joe et sa femme Charity avaient eu leur fils, mais à cette époque, le cancer avait déjà emporté le vieux John. Mieux valait que Brett ne soit jamais tombé dessus. Il n'y avait rien de plus intéressant pour un jeune garçon qu'un trou dans la terre, et celui-ci donnait sur une petite grotte de calcaire naturel. Elle atteignait jusqu'à 6 mètres de profondeur, et il paraissait tout à fait possible à un enfant assez menu de ramper à l'intérieur, puis de se glisser au fond sans plus jamais pouvoir en ressortir. De nombreux petits animaux avaient déjà subi cette mésaventure. Les parois calcaires de la grotte étaient faciles à dévaler, mais leur ascension semblait irréalisable, et le sol était jonché d'ossements. Une marmotte, un putois, un couple de tamias, un autre d'écureuils et un chat. Le chat avait eu pour nom Monsieur Propre. Les Camber l'avaient perdu 2 ans auparavant et s'étaient imaginé qu'il s'était fait écraser par une voiture, ou simplement sauvé. Mais il gisait là, près des os d'un gros mulot qui l'avait poursuivi à l'intérieur. Le lapin de Cujo avait dégringolé tout au fond de la grotte et attendait maintenant, le corps tremblant, les oreilles dressées, le museau frémissant comme un diapason, tandis que les aboiements furieux de son assaillant emplissaient la caverne. L'écho donnait l'impression qu'une meute de chiens hurlait après lui. De temps en temps, la petite grotte attirait aussi des chauves-souris. Jamais beaucoup, car l'espace était réduit, mais le plafond inégal formait un endroit idéal pour qu'elles puissent s'y suspendre la tête en bas et sommeiller ainsi à l'abri de la lumière du jour. Les chauves-souris constituaient une raison supplémentaire de se réjouir de la chance de Brett, et particulièrement cette année. Cet été-là, les petites bêtes brunes insectivores qui peuplaient la cavité étaient porteuses d'un virus de la rage extrêmement puissant. Cujo avait les épaules coincées. Il agitait frénétiquement les pattes arrière, mais sans aucun résultat. Il aurait pu reculer, s'extirper du goulet, mais il ne voulait pas renoncer au lapin. Le Saint-Bernard flairait que sa proie était prise au piège, qu'il lui suffisait de la prendre. Sa vue n'était pas des plus perçantes, et de toute façon son avant-train massif empêchait la lumière de filtrer. Il ne pouvait donc apercevoir le vide qui précédait ses pattes antérieures. Il sentait une odeur d'humidité, il sentait aussi les excréments, frais et plus anciens des chauves-souris, mais par-dessus tout, il sentait le lapin, chaud et savoureux. Le dîner était servi. Ces aboiements réveillèrent les chauves-souris. Elles étaient affolées. On a envahi leur antre. Elles se précipitèrent tout ensemble en piaillant vers la sortie. Mais leur sonar leur indiqua un fait déroutant et effrayant à la fois. Il n'y avait plus de sortie. L'assaillant occupait l'endroit où se trouvait auparavant l'entrée. Elles tournaient et plongeaient dans les ténèbres, leurs ailes membraneuses produisant un bruit de tissu qui s'agite, comme peut-être des serviettes de table, sur un fil à linge poussé par les rafales de vent. Par terre, le lapin se faisait tout petit et attendait que cela passe. Cujo sentit des ailes se heurter au tiers de son corps qu'il avait réussi à introduire dans le trou, et il prit peur. Il n'aimait ni l'odeur de ces bêtes, ni leur son. L'étrange chaleur qui semblait émaner d'elles lui déplaisait. Il aboya plus fort encore et tenta de mordre les formes qui piaillaient en voletant au-dessus de sa tête. Ses gros se refermèrent sur une aile brun-noir. Les os, plus fins que ceux d'une main de bébé, furent broyés. La chauve-souris le cingla, puis le mordit, écorchant le museau si sensible du chien en une longue balafre qui épousait la forme d'un point d'interrogation. Quelques secondes plus tard, elle dévalait en roulant la pente de calcaire, petit animal déjà mourant. Mais le mal était fait. La morsure d'une bête enragée est plus dangereuse encore quand elle est portée à la tête, car la rage s'attaque au centre du système nerveux. Les chiens, plus vulnérables que leurs maîtres humains, ne peuvent pas même espérer une immunisation totale du vaccin qu'inoculent tous les vétérinaires, et Cujo n'avait jamais été vacciné. Ignorant tout ceci, mais sachant seulement que la chose invisible dans laquelle il venait de mordre avait un goût infect, répugnant, Cujo décida que le jeu n'en valait plus la chandelle. D'une formidable secousse des épaules, il se dégagea du trou, provoquant une petite avalanche de terre. Il s'ébroua, faisant voler de son pelage des particules de poussière et de calcaire. Du sang coulait de son museau. Le Saint-Bernard s'assit, leva la gueule vers le ciel et émit un hurlement étouffé.
Les chauves-souris évacuèrent leur abri en un petit nuage sombre, tourbillonnèrent, affolés, pendant quelques instants sous le lumineux soleil de juin, puis réintégrèrent leur perchoir. Elles étaient dépourvues d'intelligence, et 2 ou 3 minutes leur avaient suffi pour oublier l'intrus et ses aboiements, pour se rendormir, suspendues par les talons, leurs ailes enserrant telles des châles de vieilles dames un corps menu de souris. Cujo s'éloigna en trottinant. Il se secoua de nouveau, puis se frotta le museau. Le sang se coagulait déjà et commençait à former une croûte, mais c'était douloureux. Les chiens ont une fierté disproportionnée à leur intelligence, et Cujo se dégoûtait. Il ne voulait pas rentrer à la maison. S'il y retournait, l'un d'eux trois, l'homme, la femme et le garçon, verrait bien qu'il s'était fait mal. Peut-être même que l'un d'eux l'appellerait vilain chien. Et pour le moment, il se considérait lui-même comme un vilain chien. Aussi, au lieu d'aller à la maison, Cujo se rendit-il au ruisseau qui séparait la ferme de Camber de la propriété de Gary Pervier, le plus proche voisin des Camber. Il avança à contre-courant, but à longs traits, se roula dans l'eau fraîche pour essayer de se débarrasser de la poussière, de l'odeur âcre et chargée d'humidité de la roche crayeuse, du goût désagréable qui emplissait sa gueule, et pour se débarrasser de la sensation d'être un vilain chien. Peu à peu, il se sentit mieux. Il sortit du ruisseau et s'ébroua, les fines gouttelettes esquissant dans l'air un fugitif arc-en-ciel de fragile transparence. L'impression d'être un vilain chien, de même que la douleur de son museau, se dissipa. Cujo partit en direction de la maison pour voir si le garçon se trouvait dans les parages. Il s'était habitué au grand car scolaire jaune qui venait prendre le garçon chaque matin et le déposait chaque après-midi, mais toute cette semaine, le car, avec ses yeux clignotants et sa cargaison d'enfants braillards, ne s'était pas montré. Le garçon restait toute la journée à la maison. Il se tenait en général dans la grange, s'occupant avec l'homme. Peut-être le car jaune de l'école était-il revenu aujourd'hui. Peut-être pas. Il verrait. Le chien avait oublié le trou et le mauvais goût de la chauve-souris. C'était à peine s'il sentait son museau maintenant. Cujo se fraya sans difficulté un chemin à travers les hautes herbes du champ, faisant parfois s'envoler un oiseau, mais se gardant bien de lui courir après. Il avait suffisamment chassé pour la journée, et son corps s'en ressentait, même si son cerveau ne s'en souvenait déjà plus. C'était un Saint-Bernard au sommet de sa forme, âgé de 5 ans, pesant près de 100 kilos, qui, en ce matin du 16 juin 1980, venait d'être contaminé par le virus de la rage.